Yo, c'est Orca, on se retrouve pour la mise en production d'une application Vapor sur un serveur Linux. Donc c'est la dernière vidéo officielle de la série. Et bien sûr, il y aura des vidéos hors série dédiées à des sujets spécifiques. Donc par exemple GraphQL. D'ailleurs, si vous avez des idées pour les vidéos hors série ou des interrogations sur un sujet précis, n'hésitez pas, il y a l'espace commentaire, je regarderai tout ça. Sinon, concernant la mise en production, au niveau de la stack, on va prendre une appli de démo de Vapor, comme ça c'est très simple et il y a déjà des calls API qui seront disponibles. On va utiliser GitLab en termes de solutions de Git et de CI/CD. Côté serveur, j'ai déjà un serveur chez DigitalOcean, donc on va utiliser celui-là et j'ai déjà des noms de domaine qui sont configurés dessus, donc pareil, on va en profiter pour faire nos tests. Pour le projet de test, comme d'habitude, Vapor New, on laisse hello et -n parce qu'on n'utilise ni BDD ni Fluent, qui est le render d'HTML, donc on va faire au plus simple. Une fois que votre projet est généré, on l'ouvre et du coup on bascule côté Xcode. Donc comme on l'a déjà vu dans les toutes premières vidéos de Vapor, au niveau de route.swift, on a déjà deux routes qui sont existantes, la première qui renvoie Hello World et la deuxième It Works. Comme ça, on aura de quoi tester, on n'a pas besoin de faire de dev, le but c'est vraiment de se concentrer sur la mise en production d'une application Vapor. Du coup, en termes de fichiers, là, on va vraiment se concentrer sur Dockerfile et Docker Compose. Et du coup, un Dockerfile, à quoi ça sert? En gros, un Dockerfile, c'est un script automatisé qui va venir définir tout ce que votre application a besoin pour fonctionner. Donc en gros, ça permet de pouvoir exécuter votre appli dans n'importe quel environnement. Tout ce qu'elle a besoin pour fonctionner va être géré par le Dockerfile. Donc on va commencer par choisir la base, c'est-à-dire l'image. Donc dans notre cas, on utilise Swift 6. Et de là, on va venir paramétrer cette image pour qu'elle fonctionne pour notre application. C'est toute la partie qu'on voit en dessous. Et pour finir, on vient définir les commandes de démarrage. C'est ce qu'on voit ici avec la définition de l'environnement. Donc on va être en production, le hostname ainsi que le port. Voilà, le Dockerfile est vraiment un script automatisé qui vient tout préparer pour que votre application fonctionne, peu importe l'environnement. C'est un petit peu la magie de Docker. Et ensuite, on a Docker Compose. Donc ce fichier-là, par contre, concerne les services. Tous les services qui sont utilisés par votre application. Son but, c'est de simplifier la communication entre les services qui sont interconnectés. Donc par exemple, dans notre cas, on n'a qu'un seul service. On a notre service app, vraiment la partie Vapor. Et si Vapor avait utilisé une BDD, on aurait une partie BDD pour que les deux puissent communiquer ensemble. Donc c'est vraiment ici qu'on retrouve l'intégralité des services qui vont être utilisés par notre appli et qui sont donc interconnectés. Du coup, on se retrouve côté GitLab, on va créer un nouveau projet et comme ça on va pouvoir committer notre code. Du coup, New Project, on vient créer notre nouveau projet Hello World, on valide. C'est bon, notre nouveau projet est donc créé, on va pouvoir suivre ce qui est dans le README pour venir committer notre code. On passe sur le terminal, donc je me suis déjà déplacé au niveau du dossier de notre projet Vapor et on rajoute les informations du Git. Par contre, faites bien attention, si votre Git est configuré en SSH, vous récupérez le git arrobase avec le point git à la fin plutôt que le HTTPS. Sinon, il va vous demander votre login et votre password. C'est un petit peu relou. Ensuite, on vérifie qu'on bascule bien sur la branche main et de là, on push les informations. On a une erreur car la branche est protégée, on va donc désactiver la protection. Donc on rebascule côté GitLab. Vous allez dans Settings, dans Repository, Protected Branch, vous autorisez les Force Push. On relance la commande, c'est parfait, tout a été pushé, donc c'est bon. On va vérifier côté GitLab que le code est bien à jour sur le repo. On va donc au niveau du repository, on voit bien que notre code a été pushé, donc à ce niveau-là, pas de problème, tout est bon. On va donc pouvoir passer sur la partie CI/CD, donc voir comment on build une image Docker, comment on la push au niveau du repo de GitLab, et derrière comment on la déploie sur notre serveur. Donc on va voir ça étape par étape. Maintenant, on va se concentrer sur la configuration de la CI et de la CD. Donc en gros, on a un fichier gitlab-ci.yml qui est un fichier masqué, donc il commence par un point qu'on va créer et qu'on va venir compléter avec toutes les étapes que la CI et la CD doivent suivre. On va lire ce fichier, il est décomposé en plusieurs parties, donc on va le lire bloc par bloc et surtout je vous ai rajouté des lignes de commentaires pour savoir vraiment ce que chaque ligne de code fait et à quoi elle sert. Du coup, tout d'abord, de la ligne 1 à la ligne 6, on va avoir tout ce qui va être variable globale utilisée dans la pipeline. Donc en gros, c'est des variables qui vont être utilisées pour définir le nom de l'artefact, les choses comme ça, comment on le stocke, ce qu'on utilise. Globalement, c'est des variables statiques qu'on vient définir en amont pour pas les redupliquer à chaque fois qu'on en a besoin. Ensuite, on vient définir les différentes étapes de la pipeline. Donc globalement, comment ça va se passer? Tout d'abord, on va builder. Ensuite, on va push le build qu'on vient de créer. Et enfin, on deploy sur le serveur. Donc builder, c'est on vient créer l'image Docker. Ensuite, on envoie cette image Docker sur un serveur GitLab pour pouvoir la récupérer sur notre serveur personnel. Donc cette partie-là, c'est le deploy. Voilà les trois étapes qui constituent la pipeline.
Donc la pipeline, en gros, c'est ce qui va permettre de passer de l'état à c'est prêt à partir en prod à c'est en prod. Donc il y a des étapes intermédiaires qui vont permettre d'envoyer sur les serveurs pour que votre code soit disponible en production. Et donc pour nous, il y aura 3 steps. Ensuite, on vient rajouter une configuration supplémentaire aux variables globales. Donc la seule différence, c'est qu'on ne pouvait pas définir le tag en amont. En fait, le tag va être soit égal au commit tag, soit on prend les 8 premiers caractères du commit SHA. Donc en fait, c'est ce qui va venir définir le numéro de build de l'image Docker qu'on va générer. Pourquoi on le fait en before script? C'est parce qu'en fait, on doit récupérer des informations donc au niveau des commits. Il n'est pas possible de définir en amont au niveau des variables globales. On ne peut pas lui donner un numéro fixe. En fait, le but, c'est justement que ce soit dynamique et que si vous créez une release 1.0.0, bah justement, votre image Docker, elle aura comme version 1.0.0. Donc, on l'exécute en before script. Là, on a vu toute la partie configuration et un peu les constantes, les variables. Maintenant, on va passer à la première step, donc le build. Du coup, pour le build, on va commencer par définir l'image qu'on va utiliser pour builder notre image Docker. Et donc, dans notre cas, ça va être Builda. Builda, globalement, c'est une boîte à outils. Ça permet d'exécuter des commandes Docker, mais en version simplifiée. En gros, au lieu d'exécuter par exemple 3-4 commandes Docker, en fait, grâce à Builda, on va pouvoir le faire en une seule ligne de commande. Donc, c'est un outil pour nous simplifier la vie et simplifier la génération de notre image Docker. Donc au niveau du script, on voit les différentes étapes qui vont être exécutées. Donc on commence par un petit message pour indiquer qu'on débute la construction. Ensuite, on demande à Builda de construire l'image. Derrière, on remet un message pour dire qu'on est en train de créer l'archive. On crée le dossier. Et ensuite, on pousse l'image construite dans une archive Docker pour l'étape suivante. Là, on a buildé et derrière, l'étape suivante, c'est le push. Et comme on peut le voir en dessous, on a la partie artefact, donc ce qui va être toute la data qu'on aura générée. Donc au niveau de l'archive, toutes ces choses-là. Et donc comme on peut le voir, on utilise les variables d'environnement qu'on a créées au début, histoire de pas, comme j'ai dit, dupliquer à chaque fois le nom de l'artefact, les choses comme ça. Et donc on vient définir le nom, dans le cas d'un success, on lui donne une date d'expiration et on lui donne le pass où ça doit être enregistré. Et derrière, on active ce build uniquement dans le cas où la branche c'est la main et qu'on a un tag. On passe à la deuxième partie, donc la partie push. Donc là, toujours pareil, on se base sur une image, on utilise toujours Builda histoire de nous simplifier la vie. Donc derrière, on remet nos conditions, on exécute la partie push uniquement si on est sur la main et qu'elle est taguée, comme tout à l'heure, même principe. Et donc côté script, comme tout à l'heure, on commence par un petit message pour prévenir que l'image Docker va être envoyée vers le register. Derrière, on vient charger l'image, donc à partir de l'artefact, ce qu'on a stocké juste avant. On vient pull et on se connecte avec les bonnes informations pour pouvoir envoyer justement cette image dans notre register. Donc dans notre cas, ça va être au niveau de GitLab. Et une fois que tout est bon, qu'on est connecté, que l'image a été chargée, tout ce qu'il faut, on peut la push. Même principe qu'un git push, on envoie les informations donc sur le register qui va stocker notre image Docker. Et comme on peut le voir à la fin, on a un principe de dependency, donc on demande que build soit terminé et valide. Donc si build a rencontré une erreur ou n'a pas été exécuté, forcément on lance pas l'étape de push, on peut pas pusher une image si elle n'existe pas. Donc on a une sécurité pour nous dire attention, on a besoin que l'étape de build soit terminée et validée. Et pour la dernière partie, donc la partie deploy, on vient définir un tag, donc je vous expliquerai plus dans le détail à quoi ça sert, mais retenez juste que pour cette partie-là, on a un tag de prod. Derrière, on a notre script qui démarre. Donc, comme à chaque fois, petit message pour prévenir où on en est au niveau de l'installation et du déploiement de la nouvelle release. Ensuite, on se déplace dans le bon dossier. Donc dans mon cas, c'est /var/3w/vapordemo.orca.pw. Donc c'est un dossier que j'ai prévu pour accueillir l'image Docker au sein de mon serveur. Derrière, on vient pull la nouvelle image. On arrête les conteneurs qui sont en cours d'exécution, parce que potentiellement vous avez déjà le site qui est disponible, et donc vous venez l'arrêter après avoir pull l'image, histoire d'optimiser les choses, et vous redémarrez le tout, comme ça votre site est indisponible pendant le moins de temps possible. Et comme d'habitude, on l'exécute uniquement si on est sur la main, et si un tag est défini. Du coup, je viens de commit push le fichier GitLab CI, et comme on peut le voir au niveau de GitLab, donc si vous allez dans build, dans pipeline, le fichier est bien reconnu puisque la CI s'est déclenchée. Il y a bien une étape pour dire ah oui, j'ai reconnu le fichier, je dois exécuter des choses. Donc comme on peut le voir au niveau des stages, on a bien le build, le push et le deploy. Donc tout a bien été reconnu au niveau de notre fichier, tout est bon. Par contre, la CI est stuck. En gros, la problématique, c'est qu'en fait, toute la génération de l'image Docker, on va pas utiliser notre serveur perso. En fait, GitLab met à disposition des serveurs publics avec des configurations et on va utiliser ces serveurs-là plutôt que d'utiliser les ressources de notre serveur. Par contre, là, c'est stuck parce qu'il sait pas où il doit aller.
Et donc pour l'empêcher de rester bloqué, on va juste lui donner l'autorisation d'utiliser les serveurs de GitLab. Pour ce faire, vous allez au niveau des settings dans CI/CD, vous avez les runners et du coup on va activer les instances pour ce projet. Là vous l'activez et normalement si on retourne au niveau de notre build, voilà, il sait qu'il a le droit d'utiliser les CI publics de GitLab et donc il n'est plus stuck. Il a trouvé une CI qui était disponible, il est en train de builder dessus. On va regarder du coup dans le détail ce qui se passe. Donc comme on peut le voir, le script a bien été exécuté, donc on a nos différentes étapes, l'export du tag, l'écho avec les différents messages d'information, la définition du tag qui est ici. Donc comme je n'ai pas mis de tag au niveau de mon commit, donc à 1.0.0 par exemple, il a récupéré les 8 premiers caractères du commit SHA. C'est ce qu'on a vu juste avant. Mais par contre, on a une erreur, car comme on le voit ici, au niveau du Dockerfile, en fait on utilise des noms d'images mais raccourcis. C'est justement l'erreur qu'on a là. Et en dehors de l'ajout d'une dépendance, il ne sait pas les reconnaître. Donc on va juste corriger ce petit bug et normalement la CI devrait passer. Du coup, on bascule sur notre Xcode. Donc on va au niveau du Dockerfile. Et donc comme tout à l'heure, on vient rajouter docker.io/ pour préciser que c'est au niveau de ce nom de domaine là qu'il doit aller chercher cette image là. Donc on modifie pour l'image de Swift et on modifie aussi pour l'image Ubuntu. C'est parfait, on sauvegarde, on va committer, on push et on vérifie si notre CI fonctionne cette fois. Je viens de commit push, donc comme on peut le voir, ça a été détecté, le build est de nouveau relancé, on va vérifier que tout se passe bien. Donc comme on peut le voir, là c'est bon, on a passé la step où on avait une erreur juste avant, par contre il va récupérer les images, donc les images au niveau de Swift et d'Ubuntu, donc ça peut prendre un petit peu de temps. On est quand même sur des machines mises à disposition gratuitement, c'est pas les plus performantes, mais on paye pas, c'est déjà ça. Du coup, on se retrouve juste après, ça va prendre un petit peu de temps. Donc comme on peut le voir, la première étape du job est terminée. Donc on retourne au niveau de la pipeline pour voir si le reste a suivi. Donc là, on est bon, tout a été push. On peut vérifier, on voit le détail, donc ça c'est la deuxième step, donc avec toutes les informations de l'image a été générée en première step, l'image a été pushée en deuxième, et donc la troisième ça va être le déploiement. Et comme on peut le voir, le déploiement se retrouve stuck, parce que c'est ce que je vous ai expliqué au début, le but c'était justement d'avoir un déploiement sur un serveur précis. Pour la partie build de l'image et push de l'image, ça on peut le faire sur des serveurs publics. Par contre au niveau de la phase de déploiement, bah forcément on veut que le déploiement se fasse sur notre serveur à nous. Le but c'est d'avoir la main derrière. On retourne côté GitLab, donc au niveau des settings dans CI/CD comme tout à l'heure, on va modifier les runners et en fait on va rajouter notre serveur perso justement pour la dernière phase. Pour la phase de deploy, on va l'envoyer sur notre serveur à nous. Du coup on vient enregistrer un nouveau runner. Au niveau des tags, on n'oublie pas de mettre prod. Comme on l'a vu tout à l'heure, au niveau du GitLab CI, donc le fichier de configuration, la step de déploiement se déploie uniquement si le tag prod est présent sur le runner. Donc forcément, si vous ne le mettez pas ici, ça va rester en stock. On crée le runner. Donc là, vous avez juste à choisir votre système d'exploitation ou alors si vous êtes dans le cloud ou au niveau des conteneurs. Derrière, tout est expliqué, vous avez juste à faire des copier-coller au niveau de votre serveur pour configurer justement le daemon. Donc en fait, c'est ce qui va s'exécuter sur votre serveur quand GitLab aura besoin de lancer le script. Et du coup, si vous avez besoin d'installer le daemon parce que c'est la toute première fois que vous configurez un serveur pour exécuter des commandes GitLab CI, vous avez le tuto ici. Et donc il y a juste à suivre, c'est vraiment très simple et bien expliqué. Et donc si vous cliquez, vous avez simplement à choisir au niveau de l'architecture, savoir quelle architecture votre serveur utilise. Donc il y en a plusieurs. Si vous n'êtes pas sûr, il vous suffit de regarder la configuration de votre serveur. En fait, ça va dépendre du processeur de celui-ci. Derrière, vous récupérez les lignes, vous les exécutez une par une. Tout est expliqué, c'est vraiment pour télécharger, donner les permissions, créer le runner, créer un utilisateur pour le runner, pardon. Et derrière, l'installation et le lancement du service. Maintenant que vous avez installé le GitLab Runner, on va pouvoir enregistrer notre nouveau runner nécessaire pour notre projet. Donc on copie les lignes qu'on a vues juste avant. Donc là, on laisse l'URL de base. C'est si jamais vous avez un GitLab personnel, il faudra forcément changer cette URL là. Donc nous, c'est pas le cas, on met entrée. Ensuite, il va nous demander quelle exécution on va faire. Donc nous, dans notre cas, c'est du script. On exécute les commandes nous-mêmes, donc on va mettre shell. Donc c'est bon, notre runner est bien enregistré. Donc maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de le démarrer. Donc on fait un GitLab Runner Start. Et si on bascule côté GitLab, on devrait voir que celui-ci est maintenant actif. Donc là, on voit que le runner est bien enregistré. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à le run pour que justement on puisse voir tout ce qui se passe au niveau du runner. Comme ça, on va s'assurer que la CI est bien appelée et que tout se passe correctement au niveau de notre serveur. Donc là, on va clear histoire d'avoir un terminal qui est propre. On exécute GitLab Runner Run.
Donc là c'est bon, le runner est bien en cours d'exécution et donc au niveau de GitLab, donc le site web, on devrait voir que le runner a bien été détecté. Donc là on voit que notre runner est bien détecté, il est bien en ligne et donc si on retourne au niveau de la pipeline, normalement celle-ci a dû poursuivre son exécution. Du coup on arrive au niveau de la pipeline, celle-ci est en cours d'exécution donc on va attendre, on va voir si tout se passe correctement. Comme on peut le voir, on a une erreur pendant la phase de déploiement. En fait si on regarde les logs, on va bien au niveau de notre dossier, jusque là c'est bon. Par contre au moment de faire le docker compose pool, il nous demande si le fichier est bien présent. Vu que le dossier qu'on a créé est totalement vide, en fait il ne sait pas ce qu'il doit pull. Justement, ce qu'on va devoir faire, c'est rajouter un docker compose.yml avec toutes les informations pour lui dire tu dois pull cette image là. Donc l'image qu'on a générée pendant la phase précédente, donc la phase de build et la phase de push. Du coup, on repart côté SSH sur le serveur et ce qu'on va faire, c'est créer un docker compose. La différence de pourquoi on n'envoie pas celui qu'on a dans le projet, celui qui est généré initialement, en fait celui qu'on a dans le projet va être utile pour lancer en local les choses. Donc par exemple, entre les développeurs, avoir la même stack de développement. Par contre, là, ce qu'on souhaite, c'est pas de builder l'image. On pourrait faire par exemple en local dans certaines situations. Là, c'est vraiment récupérer l'image qu'on a générée via la CI de GitLab. Donc la différence, c'est qu'au niveau d'image, on va utiliser les variables de la CI, donc que ce soit au niveau du tag ou au niveau de l'image, pour récupérer les informations. Au niveau du port, j'ai simplement mis sur le port 80-81, et c'est pour mon cas personnel, simplement car j'ai déjà un vapor qui tourne sur le port 80-80. Donc du coup, pour avoir deux vapors qui puissent tourner en parallèle, forcément, je dois utiliser un autre port. Par contre, après les deux points, le port que vous voyez ici, c'est celui qui est utilisé par l'app. Donc au niveau de Docker, donc il n'y a pas besoin de changer celui-là. Maintenant que ce fichier est codé, il vous reste plus qu'à le sauvegarder, donc docker-compose.yml et on va pouvoir relancer la CI. Mais juste avant, petit ajustement au niveau de la CI et du GitLab-CI plus précisément. On a oublié une ligne de code, je vais vous la montrer tout de suite. Au niveau du déploiement, j'ai rajouté cette ligne de code là. Vous pouvez retrouver juste au-dessus en fait. Et simplement le fait de connecter Docker. Donc forcément, il va vouloir pull une image sur un registry qui est privé. Hein, on donne pas les images à tout le monde. Et forcément, il doit être connecté pour avoir les autorisations. Petit oubli au niveau du script, on le rajoute ici. Ça permet d'authentifier Docker pour accéder au registry de GitLab. Donc forcément, vu que j'ai modifié le GitLab CI, en plus de rajouter le fichier sur le serveur, il m'a relancé une pipeline mais complète, vu que j'ai refait un git commit et un git push. Donc là, on voit que tout est au vert. Et donc si on regarde dans le détail du deploy, comme on peut le voir au niveau des logs, le pull s'est bien passé, il a bien trouvé l'image, donc le docker compose qu'on a écrit est valide, et surtout ce qu'on a modifié au niveau du GitLab CI a bien donné les accès à Docker pour faire le pull. Ça, pas de problème. Derrière, il va arrêter les conteneurs qui sont déjà en cours d'exécution, c'est ce qu'on voit ici, et ensuite il les redémarre, donc ça va être redémarré avec la nouvelle version qu'on vient de pull. Dans notre cas, forcément, le site n'était pas encore actif, il n'y avait rien en cours d'exécution. Et dans le cas d'une mise en prod un peu plus standard, forcément on arrête après avoir pull, comme ça le site n'est pas hors ligne trop longtemps. Maintenant on va s'occuper de la partie serveur web, donc dans mon cas j'utilise Nginx et c'est lui qui va s'occuper de la redirection vers notre application Vapor. Donc pour ce faire, on va dans /etc/nginx/site-available. On vient créer notre fichier qui va être la configuration de Nginx, donc en gros ce fichier va dire comment rediriger et vers quoi rediriger. Niveau configuration, on est sur un fichier assez basique et on vient définir le server name, donc c'est-à-dire le nom de domaine pour savoir à quel moment Nginx doit rediriger vers notre application. Et derrière, on fait un proxy page juste pour lui dire bon bah très bien, quand tu reçois ce nom de domaine là, tu rediriges vers localhost sur le port 80-81. Que pour rappel, j'ai déjà un vapor qui tourne sur le 80-80. Forcément, je lui indique que c'est le 80-81. Parce que là, c'est basique. Maintenant que vous avez sauvegardé votre fichier, il faut rajouter dans site enable, donc c'est le dossier qui contient vraiment les configurations actives de Nginx. Du coup, pour ce faire, on va créer un lien symbolique, donc on utilise ln-s, en fait c'est comme un raccourci. Et vous n'allez pas dupliquer le fichier, vous allez juste faire une redirection vers le fichier d'origine. Donc du coup, on cible notre fichier de base et on l'active sur site-enable. Donc là, c'est bon. Juste avant du coup de relancer Nginx pour recharger la configuration, ce qu'on va faire, c'est utiliser certbot pour avoir un SSL et donc activer le HTTPS sur notre site web. Donc pour ce faire, on fait certbot. J'ai rajouté --Nginx, vous n'êtes pas obligé si vous avez qu'un seul serveur web. Donc là, on voit toute la liste des sites qui sont disponibles et donc nous, ce qu'on veut sécuriser, c'est notre partie démo Vapor. C'est le numéro 12. Donc là, on a une erreur simplement car au niveau du DNS, on n'a pas enregistré notre sous-domaine. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va basculer sur le site web qui gère le nom de domaine pour du coup rajouter ce sous-domaine et pouvoir ensuite activer le SSL. Du coup, on se retrouve sur le register donc
où j'ai enregistré mon nom de domaine, donc on vient rajouter Vapor Demo, type A, et derrière l'IP de mon serveur, et on enregistre. Donc là on vient créer un sous-domaine au domaine orca.pw. Donc maintenant que c'est fait, on va pouvoir tester le SSL, et normalement ça devrait être correct. On est de nouveau sur le serveur, on refait la même commande, toujours le numéro 12. Et maintenant, on va pouvoir relancer Nginx, donc pour qu'il prenne en compte les modifications au niveau de la configuration de ce qu'on vient de faire. Donc c'est sudo service nginx reload. Comme ça, les nouveaux fichiers vont être pris en compte et normalement, notre site web va être disponible. On va donc essayer le site web. On se rend donc sur Arc, on va essayer de mettre notre URL et on valide. Et c'est parfait, on arrive sur It Works. Et si on teste la deuxième route, donc normalement si on rajoute / hello, on arrive bien sur notre Hello World, donc notre site est en production, vous pouvez tester, le site sera toujours en ligne une fois que la vidéo sera disponible sur YouTube, et donc ça fonctionne bien. On a mis en prod notre première application Vapor en utilisant Docker, Instack Nginx, et du coup sur un serveur Linux, donc on a donc du Swift qui tourne sur un serveur Linux sans aucun problème. Et en plus, la CI est automatisée, donc à chaque fois qu'on va sortir une nouvelle version qu'on va committer sur main, on va avoir un déploiement qui va être automatique. Donc on n'aura plus à se déplacer sur le serveur, à faire des lignes de commande, des choses comme ça, tout va être en full automatique. On arrive sur la fin de la vidéo et en même temps en conclusion de cette première série de vidéos dédiées à Vapor. J'espère que vous avez kiffé, j'espère que vous avez appris des trucs. S'il y a encore des sujets qui restent en suspens, si vous avez encore des questions, vraiment n'hésitez pas, il y a l'espace commentaire. Et en plus, je pourrais y répondre dans des vidéos dédiées, des vidéos hors série qui vont arriver par la suite. Donc on a déjà parlé de GraphQL, mais il y a d'autres sujets aussi qui vont arriver. En tout cas, maintenant, vous savez créer un projet Vapor et aller jusque la mise en production de celui-ci sur un serveur Linux. Donc n'hésitez pas à partager les vidéos. On se retrouve bientôt pour une prochaine série sur un autre sujet. C'était Orca.